merci aussi aux Corésiens pour leur accueil. Donc je vous apporte le salut fraternel du GD Santé 87, du CHU aussi de Limoges. Et je voulais vous exposer 2-3 difficultés que nous avons dans nos hôpitaux. Donc la première difficulté, Sophie l'a dit dans son rapport, c'est le GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Donc c'est bien, on est tout à fait aujourd'hui dans cette politique qui continue, puisqu'elle date depuis la mise en place de la T2A 2009, mise en place 2010. On est toujours dans cette logique de réduire le nombre d'agents dans les hôpitaux publics. Donc, qui dit réduction des lits, dit aussi réduction des postes. Pour le CHU de Limoges, à titre d'exemple, on rentre dans un plan stratégique où on nous demande de réduire l'offre de soins de 100 lits. 100 lits, c'est pas une paille. 100 lits avec un bassin de personnes, je dirais, qui sont relativement âgées aussi dans nos territoires. C'est de grosses difficultés. Quand on parle de lits, on parle bien sûr de postes derrière. Les postes, c'est 150 postes de supprimés. Pas de licenciement, bien entendu, mais fin des renouvellements de contrats, non-remplacement des départs en retraite. Voilà la situation sur notre hôpital du CHU, l'élément support du GHT, mais aussi c'est les hôpitaux périphériques. Saint-Junien, Saint-Thierry, en Bazac, on a ces difficultés qui se réfléchissent partout. Donc qu'est-ce qui se passe? Sur les petits établissements, c'est un peu plus sournois, puisque vous savez que sur les petits établissements, on a beaucoup de médecins qui sont vacataires, qui font tourner ces hôpitaux, et qui travaillent à la vacation, c'est-à-dire ils négocient leur contrat à l'année. Donc la solution qui est assez simple, c'est de leur dire, notamment ça a été fait l'année dernière et cette année, eh bien pour l'année on va vous baisser les tarifs. C'est-à-dire que vous preniez X pour l'année, maintenant on vous propose ras les pâquerettes, donc bien évidemment ils disent, mais attendez, vous à ce prix-là, on va aller travailler ailleurs. Donc qu'est-ce qui se fait? Ils ne renouvellent pas leur contrat et ils s'en vont. Et si on n'a plus de médecins, on n'a plus de lits, on ferme les lits et on réduit nos effectifs. Voilà la logique qui est mise en place aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement que les soignants, c'est aussi tous les services logistiques. Parce que sans services logistiques, l'hôpital ne fonctionne pas. Même si les médias nous expliquent sans arrêt que ce sont les infirmières et les aides-soignants et les ASH, et je leur tire mon chapeau aujourd'hui, mais il y a aussi tous les services logistiques qui sont là pour qu'on ait de l'électricité, pour que les choses ne tombent en panne. Et ça aussi, c'est des agents et aujourd'hui, on leur tire dessus. On leur tire dessus pour leur flinguer des RTT, flinguer des astreintes, flinguer tout ce qu'ils peuvent flinguer. Donc ça part dans tous les sens. Mais c'est une situation qui se dégrade aussi financièrement pour eux, parce que bon, je vous répète quand même que le statut de la fonction publique hospitalière, c'est quand même le moins bien rémunéré de toutes les fonctions publiques. Donc c'est un état des lieux aujourd'hui, mais qui ne va pas en s'arrangeant. Mais bon, pour autant, on organise le combat. On ne va pas rester là debout, planté. Donc on a mis en place des actions, des mobilisations successives. On a réussi à ouvrir des négociations avec la direction, puisque revenir sur les acquis qu'on a jusqu'à présent, c'est non. Réduire l'offre de soins, c'est non aussi. Par contre, où il faut qu'on se mobilise, c'est pour sauver notre statut. Sauver le statut, c'est oui. L'hôpital public doit continuer à rester public. C'est le garant de notre République. Hein, c'est bien ça. Donc, pour tous ces éléments, je dirais que nous sommes là, battants, on va de l'avant,
Donc vive Force Ouvrière, vive la Fédération, vive la Confédération, et vive aussi le CHU et le GD 87. Voilà, merci. Ah, nous avons une autre prise de parole. Philippe ? Vas-y, mon camarade, tu vas parler. Bonjour. Non, je ne vais pas vous parler des sous. Non, sois pas inquiet, Didier. Tout va bien. Mon intervention touche un sujet sociétal, mais aussi syndical, puisque ça touche l'intégralité des départements français. Mon intervention, je l'ai appelée plaidoyer pour l'accueil des mineurs non accompagnés. Depuis la nuit des temps, l'Homo sapiens africain, vivant par petits groupes de chasse, de cueillette, se déplaçait de quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres pour rechercher des espaces plus riches, plus giboyeux, et ce de génération en génération, jusqu'à la découverte des limites de leur continent et de leur sortie de celui-ci pour s'installer sur l'ensemble des surfaces émergées des eaux de notre planète. Cette conquête n'a pas pour autant généré la sédentarité permanente. Le nomadisme imprègne notre histoire et les flux migratoires n'ont jamais cessé. Qu'est-ce qui pousse l'être humain à quitter l'espace qui l'a vu naître, son cadre protecteur, sécurisant, pour de lointaines contrées nécessitant le passage de risques qui peuvent être mortels et un déracinement radical. C'est d'abord la nécessité d'échapper à la mort. Aujourd'hui, 66 millions de personnes fuient la guerre, l'insécurité, les persécutions ethniques, religieuses, le fanatisme, les viols. Et pire, 192 millions d'humains migrent pour espérer mieux vivre en fuyant la famine, la malnutrition, les ghettos et les bidonvilles. À ces chiffres, il faut ajouter quelques milliers seulement de Français qui fuient le fisc pour trouver refuge en Suisse. Ou dans quelques paradis fiscaux. Voilà. Au-delà de l'instinct de survie, il y a la soif de découverte de l'autre, de nouveaux horizons, de nouvelles cultures. En 2016, au moins 1,2 milliard de touristes ont dormi au moins une nuit dans un pays étranger. Selon une enquête démographique sur le recensement de 99, 23% des Français ont au moins un grand-parent émigré. Notre pays s'est forgé autour du métissage permanent, issu de vagues successives de migration. Mais de chaque génération, il y a toujours les mêmes rengaines. Il y a trop d'étrangers. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Priorité aux Français. Il y aura bientôt plus de blancs. Mais ces nouveaux arrivants se sont bien assimilés. De nos jours, 54% des enfants de parents émigrés sont issus de couples mixtes, c'est-à-dire que l'un est au moins français. De ces nouveaux arrivants en 2017, 67% vivent en couple mixte, mettant à mal le mythe du repli communautariste. Nous vivons aujourd'hui l'une des plus graves crises migratoires de l'histoire de l'humanité. En 2015, 6 personnes chaque minute étaient forcées de fuir son pays. En 2017, c'est 24 personnes chaque minute. Réfugiées en Turquie, la Turquie accueille 2,5 millions de personnes, le Pakistan 1,6 million, l'Iran 850 000, la Jordanie 650 000, le Liban 1 million. Les 6 pays les plus riches de la planète n'en accueillent que 2
100 000. En septembre 2015, face à la vague de 160 000 personnes arrivées par la Grèce et par l'Italie, l'Union européenne décidait d'un mécanisme de quotas pour mieux répartir les migrants. Malheureusement, seulement 29% du programme de relocalisation a été atteint. La France devait accueillir 19 714 migrants. Seulement 4 278 ont pu être pris en charge en France. Pour ce qui est du département de la Vienne, nous avions 258 mineurs non accompagnés en 2016. Nous passons à 409 fin novembre 2017, dont 86 arrivés pour le seul mois d'octobre, avec la répartition suivante: 51% de Guinéens, 16% d'Ivoiriens, 12,7% de Camerounais et 7,8% de Maliens. Le flux migratoire ne cesse de croître dans la Vienne, tendance qui est globale dans tout le pays. Avec 80 mineurs non accompagnés en 2014, le budget départemental qui leur était consacré était de 2,7 millions. 239 MNA en 2016, le budget est de 6,2 millions. Avec 438 MNA en 2017, nous passons à 8 millions. Le département de la Vienne va consacrer 8 millions pour la prise en charge de ces mineurs. Notre département a vu ces dispositifs d'accueil s'étoffer de 140 places qui ont été créées en 1 an et demi, avec 8 places au DAMI, 14 places à Salver, 12 places à la PMN de l'IDEF, 15 places au SAO-MNA de l'IDEF et 70 places en SAMUNA. Plus tous les adolescents qui sont pris en charge en famille d'accueil par les bénévoles. Le département s'est doté en 2017 du pôle MNA à l'hôtel du département avec 9,5 équivalents temps plein. L'annonce faite par le gouvernement Macron laisse penser que la phase de mise à l'abri et d'évaluation de la minorité serait reprise en 2018 par l'État, techniquement et financièrement. Mais il y a un mois, il n'y a pas eu d'accord trouvé entre le ministre de l'Intérieur et de Dominique Bussereau, président de l'Association des maires de France. Une réponse devait être donnée rapidement. On n'a toujours rien de nos jours. Il faut savoir que si le département de la Vienne perdait cette évaluation et la mise à l'abri des mineurs, c'est 8 postes hospitaliers qui sont en danger pour l'IDEF et 9,5 postes pour les territoriaux. Nous ne pouvons pas laisser l'État prendre à la gorge financièrement les départements sur le problème de la gestion des flux migratoires et mettre en opposition la prise en charge et budget de la protection de l'enfance avec ou sans MNA ou contre les MNA. Il faudrait 1 milliard d'euros supplémentaires en France pour les MNA. Le gouvernement veut en supprimer 13 milliards sur les 5 années à venir. Que vont devenir les MNA? Que vont devenir nos structures éducatives? Que vont devenir nos emplois? Quel que soit... Je vais vite, j'ai presque terminé. Quelles que soient les motivations qui poussent les enfants à migrer, ils sont affrontés aux pires épreuves. Noyades, blessures, agressions, raquettes, viols, enfermement. Arrivés à une destination qui n'est pas forcément celle qu'ils avaient prévue, ils font preuve d'une étonnante capacité d'intégration et d'investissement, d'insertion culturelle et professionnelle. Malgré leur farouche volonté d'apprendre le français, d'aller à l'école, d'apprendre un métier, à 18 ans atteints, malgré cette intégration, et pour certains des diplômes obtenus, c'est une ordonnance de reconduite à la frontière qui les menace à tout moment. Un MNA est un enfant, un adolescent. Quelques 2000 vivent dans la rue à Paris et ils ne sont pas connus des services de protection de l'enfance. Les plus jeunes qui dorment dans la rue ont entre 8 et 9 ans. Notre pays est en retard dans la prise en charge, contrairement à nos voisins européens. 5e puissance mondiale, la France ne peut pas s'enorgueillir de laisser des enfants dormir dans la rue, livrés à eux-mêmes et surtout à des conflits intercommunautaires. Il existe plein de prises en charge différentes selon les départements. Faites-nous remonter vos chiffres,
vos projets, vos expériences pour alimenter la Commission nationale des socio-éducatifs. Nous sommes des socio-éducatifs et l'on veut nous donner des moyens politiques et financiers pour la protection de l'enfance, y compris les MNA, pour que tous les enfants de France aient accès à un hébergement, une protection, des soins, de la nourriture et pourquoi pas un peu d'amour. Merci à mon syndicat, à l'IDEF, merci au GD, merci à l'UD, à la Fédération des socio-éducatifs, de la santé et des services publics. C'est pas trop, je l'ai repris un peu. À la Confédération et à son futur nouveau secrétaire général. Merci à l'équipe de Corrèze pour cet accueil des migrants que nous sommes. J'ai une pensée pour Jacques Vallon que j'ai côtoyé au CGOS et que j'appréciais beaucoup, et surtout son humour, son pastis et sa tête de veau, pour ceux qui l'ont connu. Bon congrès à tous, longue vie à FO.